Bonjour Dimitri Friedman. Bonjour Gérard Klech. Dimitri, je ne vous connaissais pas il y a encore quelques semaines et je suis tombé en arrêt devant votre livre. Je dois avouer que votre livre m'est arrivé par la poste. C'est vous qui me l'avez envoyé sur le conseil d'une amie chère qui s'appelle Sarah. Et donc ce livre s'appelle La planète de Jacob Ginsburg. Vous l'avez vous-même édité. Vous avez fait une maison d'édition pour pouvoir éditer ce livre, mais vous aviez déjà écrit des livres précédemment, notamment vous allez nous en parler, mais notamment sur une héroïne indienne, vous allez nous le raconter. Mais à la base, vous étiez journaliste et vous étiez journaliste surtout dans tout ce qui concerne les affaires étrangères, tout ce qui concerne la géopolitique, mais aussi dans les journaux un peu plus légers, notamment du groupe Condé Nast, ou à Vogue notamment. Voilà. Est-ce que je vous ai bien présenté? C'est parfait. Je peux ajouter que, en fait, je suis devenu journaliste, dans les relations internationales sur le tard. J'ai fait pratiquement tout l'essentiel de ma carrière, dans le journalisme show business, rock and roll, star, D'accord. et Donc beaucoup plus léger, quoi. oui, léger. Pas que, parce que je faisais aussi beaucoup de journalisme, de reportages, à l'étranger sur les villes, sur les gens, sur les, auteurs, sur les cinéastes, voilà donc Oui, ça c'est une des caractéristiques de Dimitri Friedman, c'est que vous avez beaucoup voyagé. énormément. Et ça se voit, en lisant La planète de Jacob Ginsburg, puisque ça se déroule, sans divulgacher l'histoire, ça se déroule à cheval sur plusieurs continents et notamment sur l'Argentine et Et Paris. Paris Et Paris, mais pas seulement. Il y a aussi, Paris, le Belleville de le Paris. belle ville de Paris. Et donc, je l'ai dit, ce livre m'a beaucoup plu, m'a beaucoup étonné. Je le conseille évidemment, la lecture. Et donc vous avez expliqué en premier temps, vous avez été journaliste, showbiz, variété, vous avez beaucoup voyagé. Ensuite, vous avez fait toute une carrière dans le journalisme, géopolitique et affaires étrangères. Exactement. Et aujourd'hui donc, je ne vais pas trahir un secret, vous avez 78 ans, mais vous avez bon pied, bon oeil et vous les faites pas. Disons que je suis à la retraite active, c'est-à-dire que j'ai écrit, pas mal d'articles, je continue d'écrire, des articles de temps en temps, notamment j'en ai fait un sur Israël pour l'essentiel des relations internationales, récemment, pour expliquer que finalement la résilience du peuple juif était plus que jamais, forte, après tous ces événements et encore maintenant. Et j'ai écrit des bouquins et j'ai écrit notamment un livre, enfin celui dont je suis fier, c'est celui que j'ai fait sur la reine des bandits, Poulan Devi, pour laquelle j'ai fait une enquête approfondie en Inde, où je suis allé, une vingtaine ou trentaine de fois. Et effectivement, ça c'est une caractéristique que je n'ai pas dit dans votre présentation, c'est que votre nom pourrait y faire penser, mais tout le monde n'a pas forcément ce c'est qu'effectivement vous êtes d'origine juive, enfin vous êtes juif. Et La planète de Jacob Ginsburg, c'est quand même, plus qu'un filigrane tout au long du bouquin. Il y a une vraie quête. Il y a une double quête d'identité. Il y a à la fois, quelqu'un qui essaye de la fuir et en même temps quelqu'un qui essaie de s'en rapprocher. Quelqu'un qui, bref, il y a tout un travail comme souvent chez les auteurs juifs et souvent chez les auteurs juifs, ashkénazes, il y a toujours quelque chose autour de la recherche du qui on est. Voilà. Qu'est-ce que vous confirmez ça, ce Oui, oui, si vous voulez, moi, mes dieux, littéraires entre guillemets, ce sont des auteurs, juifs américains comme Philip Roth, Saul Bellow ou même, Cynthia Ozick, et donc ce sont des auteurs, et j'espère être dans cette, veine, qui ne s'adressent pas seulement à un public juif ashkénaze. C'est-à-dire que leurs personnages sont issus de milieux juifs, ils ont des problèmes familiaux qui sont typiques des problèmes familiaux qu'on rencontre chez les Ashkénazes, mais leur lectorat est beaucoup plus universel parce que leur personnage est celui, dont j'ai fait un livre, Jacob Ginsburg, ne sont pas des personnages qui s'adressent uniquement à leur milieu.
leurs problèmes sont universels, Ouais, oui, ça me fait penser à la série, qui a beaucoup de succès, qui s'appelle La famille Shtisel, oui. qui parle de juifs orthodoxes à Jérusalem et cetera, et à cheval sur, Jérusalem et Anvers, et qui en fait parle à tout le monde parce que les histoires sont universelles. C'est vrai que c'est un univers un peu cocasse, un peu folklorique pour des gens qui sont pas Qui sont pas de ce pas milieu. de ce milieu-là, mais en même temps, c'est des histoires universelles. Et vous parliez de Philippe Roth, de Cynthia Ozick et de Samuel Bello. On pourrait aussi parler de Chaim Potok, Non, bien sûr. beaucoup moins drôle parce qu'effectivement, j'ai oublié de le dire, dans votre livre, il y a beaucoup d'humour, Oui, oui. donc un humour, juif un peu à la, je dirais pas à la Woody Allen parce que Woody Allen, il a aussi intégré beaucoup d'américanité en lui, mais il y a beaucoup d'humour dans ce livre. J'ai pensé aussi à un livre plus récent de Shalom Auslander qui s Que j'ai pas lu. qui est extrêmement drôle, très très caustique sur, comment ça s'appelle? L'alimentation du prépuce. Ah oui, oui, L'alimentation du prépuce ouais. très, J'ai lu des extraits, ça. ouais, qui fait bondir les religieux parce qu'effectivement, mais en même temps qui est très, très drôle. OK, bah, écoutez, on va avec vous, aborder maintenant le questionnaire du bonheur, c'est les autres. D'accord. Alors la première question que je pose à tous mes invités, c'est: pour vous, le bonheur, c'est quoi? Quelle définition vous donnez au bonheur? Si je devais donner une définition, je dirais que le bonheur, c'est quelque chose qui est inatteignable, comme une asymptote. On rêve, on espère, l'atteindre et on n'y arrive pas. On n'y arrive jamais. C'est un Mais horizon? Vous diriez c'est un horizon inatteignable? exactement, Ouais. mais on peut s'en rapprocher et je peux faire une exception, à cette règle. On peut même l'atteindre, mais dans des instants très fugaces, des micro-instants. On peut avoir des illuminations, un peu comme dans la méditation, indienne ou zen, mais ça ne peut pas durer. Voilà, c'est donc le fait de ne pas pouvoir atteindre le bonheur, ça nous fait prendre conscience de notre finitude. C'est une c'est une vision très Vladimir Jankélévitch du Moi, bonheur. c'est la première personne que j'ai interviewée quand j'ai démarré ma carrière de journaliste. Lui et Roland Tabor. Vous en avez eu de la chance. Roland Topor aussi? Ah oui, exceptionnel, ouais. D'accord. Qui avait pas exactement la même vision du bonheur. Non, non. Et un bonheur teinté de désarroi, mais très épicurien en même temps. Ouais, ouais, ah bah oui, complètement, ouais. Si je vous demande de me citer, Dimitri Friedman, un souvenir heureux de votre enfance, celui qui vous vient comme ça, là, au conscient, vous me diriez quoi? Je penserais à ma grand-mère, qui était russe, originaire d'Odessa et qui avait perdu son mari pendant la guerre, mon autre grand-mère aussi d'ailleurs. Bon, enfin, tout ça, ce sont des histoires qu'on connaît par cœur. Mais ma grand-mère qui a jamais pu s'intégrer parce qu'il y avait un accent épouvantable russe et matiné de yiddish, heu, me lisait des extraits de L'idiot de Dostoïevski quand j'avais 14 ans, 13 ans. Donc pour moi, c'était un moment, magique et parce que, à cet âge-là, on lit pas, L'idiot de Dostoïevski, on lit plutôt, Les Pardaillons de Michel Zévaco ou à la rigueur, l'Iliade d'Homère, mais elle me lisait et ça me rendait complètement heureux. Donc voilà si vous voulez, le 1er souvenir qui me vient. Sinon les autres souvenirs, c'est plutôt des souvenirs de balades, sur les planches à Trouville ou vous voyez, des souvenirs beaucoup plus ordinaires. Alors vous venez de me parler de L'idiot de Dostoïevski, j'y arrive. Si je vous demande le livre, le film ou la pièce de théâtre ou encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile, vous me diriez quoi? Ou vous me diriez C'est qui? c'est pas l'Idiot de Dostoïevski. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'Iliade Ah ouais. d'Homère.
Je l'ai lu, au même âge, je devais avoir 13 ou 14 ans et je l'ai lu pratiquement d'une traite et je me souviens très bien que j'ai pleuré Ah, à la mort d'Hector. l'Iliade, mais sans l'Odyssée ou avec l'Odyssée Non, non, aussi? l'Iliade, L'Iliade. l'Iliade, oui, oui. J'ai lu l'Odyssée après, l'Odyssée m'a pas qui est une quête initiatique, mais ça m'a pas bouleversé autant que l'Iliade. D'accord. Donc vous êtes comme Pierre Michon, vous êtes, passionné par l'Iliade. Ah oui, complètement, complètement. J'en parle dans mon roman d'ailleurs. C'est vrai, Ouais. j'avais oublié. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans la vie, sous-entendu pour être heureux? Qu'est-ce qui vous manquerait de façon impérieuse pour être heureux? L'amitié. L'amitié, le rapport avec, des amis que je connais et que j'ai, depuis, plus de 50 ans et que je chéris par-dessus tout, et je pourrais pas m'en priver. Et vous continuez à les fréquenter? Oui, je les vois toujours. Alors que pourtant vous êtes, Je suis sauvage, mais je vais pas dire que que vous êtes, je vais dire où je peux dire où vous habitez? oui, bien sûr. Vous habitez à l'Île-Dieu qui est quand même, au bout complètement, Oui, c'est au au bout bout du du monde, j'allais dire au bout du monde, mais c'est au bout de la France, mais c'est vrai que c'est le bout du continent, l'Atlantique. voilà. Et donc malgré tout, l'amitié, c'est important, les voir régulièrement, leur parler, faire des bouffes avec eux. Exactement, des gens que des amis que j'ai connus quand j'étais, journaliste ou même, quand j'étais, avant, au lycée et que je continue de voir et que j'aime, que voilà, je pourrais pas m'en passer. Bon, à part ça, je pourrais vous dire, je pourrais vous donner une réponse bateau, je pourrais pas me passer de mes enfants ou, Vous avez plusieurs enfants? j'ai 2 enfants, D'accord. un Garçon-fille? garçon et une fille. Je devrais dire le contraire parce que la fille est arrivée avant. Vous âgés? Une fille et un garçon. Voilà. D'accord. Je vous demande pas quel est votre rapport à la religion, juive, en l'occurrence, même si dans le livre, il y a beaucoup de passages sur cette question, sur cette problématique, sur ce questionnement aussi. Hem, Par contre, j'aimerais savoir quel est votre rapport à la spiritualité au sens large? Et puis vous avez évoqué vos voyages, par exemple en Asie et cetera. Peut-être que ça a eu un impact sur cette spiritualité? Donc votre rapport à la spiritualité et j'ai envie de dire au-delà de ça, à la mort, est-ce que vous avez un rapport particulier avec l'au-delà ou pas du tout? Ouais. Juste, je précise que dans le livre, il y a une grand-mère qui a justement un rapport très particulier avec l'au-delà. C'est un dit-book. Voilà. Heu, je vais commencer par la religion parce que j'ai un rapport, étroit avec la religion, même si je suis pas pratiquant. Le père de mon père, donc non, le père du père, mon arrière-grand-père, si vous voulez, et s'appelait Israël et c'était un Chasside Un Chassid, pour les gens qui connaissent pas, c'est un juif très pieux, très et un juif religieux, heu, qui a eu une vie, très particulière, 2 mariages, 17 enfants. ah oui, Qui finalement a échoué en France, où il était, vendeur, colporteur, pendant les manifestations des fronts populaires. Donc mon rapport à la religion, c'est un rapport comme ça, c'est un rapport, imaginaire. Tenez, mon père que j'ai interviewé quand il était, un peu avant sa mort, me racontait justement que son grand-père, il dormait dans la même chambre et son grand-père l'obligeait à se lever tous les matins pour, réciter les prières en se tournant vers Jérusalem. Donc ça, c'est un rapport, si vous voulez, c'est de l'ADN. Maintenant, je suis pas pratiquant. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais j'ai jamais pu dire le Kaddish en entier, par exemple. J'ai fait ma bar mitzvah quand même. alors le Kaddish, c'est la prière, Des morts, c'est pas seulement la prière des morts, mais c'est une prière qu'on dit effectivement sur la quand son père ou sa mère décède. ouais, Quelqu'un de très proche décède, ouais. voilà. Heu, donc ça, c'est mon rapport, à la religion. Mon rapport à la spiritualité, il est, beaucoup plus, comment dire? Beaucoup plus intrinsèque. Je suis, naturellement, je pense, bouddhiste, sans l'être vraiment, mais j'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux.
japonais, donc aïkido, kendo, etc. Et j'ai fait du yoga pendant une dizaine d'années et je suis allé en Inde et je suis allé dans les ashrams et j'ai fait beaucoup de méditation et de yoga. Donc je suis très marqué par, tout ce qui est, le bouddhisme zen et tout ce qui est, tout ce qui va avec. L'esthétique, l'art, la nature, l'amour de la nature, donc voilà, ça c'est mon approche. Et puis j'ai une approche un peu universelle. Je crois que l'homme, l'homme a une morale naturelle en dehors de toute la morale, de toutes les morales. On peut avoir une morale naturelle sans avoir, lu, sans avoir étudié, sans être adepte d'une religion ou d'une secte. Et alors votre rapport à la mort? Parce que est-ce que justement cette grand-mère qui imagine, enfin qui imagine pas, qui est «possédée» entre guillemets par un Dybbuk. Donc un Dybbuk, on rappelle peut-être ce que c'est effectivement une sorte de retour d'une âme, en fait, quelqu'un qui revient de l'au-delà et qui vient posséder, quelqu'un qui est vivant. C'est pas un fantôme, un Mmh. Dybbuk, c'est Non, non, c'est une âme qui ne trouve pas le repos. voilà et qui Ne revient d'ailleurs. trouvant pas le repos, elle intègre, le corps d'un vivant. En général, ce sont des gens jeunes d'ailleurs. Elle intègre le corps d'un vivant et elle le tourmente. Elle le tourmente vraiment. Mais moi, le Dybbuk dont je parle, n'arrive pas à tourmenter son enveloppe, son corps, et est plutôt, gentil avec lui puisque c'est son petit-fils. Donc, Et donc là, vous avez été inspiré par quelque chose de votre vraie vie ou c'est et toujours cette grand-mère, qui est morte folle, celle qui vous a lu, «L'idiot» de Dostoïevski? J'ai du mal avec Dostoïevski. ouais, ouais, celle qui me lisait Dostoïevski, ouais. Ouais. Ouais, et qui au fond, je pense que c'est elle qui a inspiré, mon envie d'écrire et d'être, «écrivain» entre guillemets, je sais pas si c'est les ou écrivain, ouais. Pas de Il y a y a pas pas de diplôme. d'accord. Et donc, c'est mon D-book, mais c'est pas mon D-book, réel. Oui, c'est le D-book que je me suis fabriqué. Et je pense on peut tous se fabriquer un D-book. C'est pas une obligation. Les gens qui sont dans l'action, les politiques, les chefs d'entreprise, et cetera, je pense qu'ils n'en ont pas ou ils n'ont pas le temps de se fabriquer un D-book. Ceux qui sont un peu dans la méditation, tout en ayant un pied dans l'action, peuvent, se fabriquer un D-book. Moi, je m'en suis fabriqué un et là, la personnalité, le visage de cette grand-mère. C'est un émissaire, c'est un Dybbuk émissaire. Justement, à propos de mots, vous êtes un homme de mots. Vous avez été, grand, journaliste et donc adepte des mots. Vous l'êtes en tant qu'écrivain. Les mots, il Merci. suffit de lire le livre pour voir que vous aimez les mots. Pas forcément d'ailleurs, toujours. C'est très facile, c'est très pas facile, c'est très accessible en termes de lecture ce que vous avez écrit, mais on voit qu'il y a un style, il y a une patte, il y a quelque chose. Donc vous aimez les mots et donc si je vous demande, ça va être compliqué, mais si je vous demande quel est le mot de la langue française que vous préférez, ou bien le mot auquel vous pensez là instantanément à la minute où on se parle là? Nostalgie. Nostalgie. Ouais. Et alors est-ce que vous pouvez nous expliquer? Heu, pour moi, la nostalgie, c'est la pire des illusions. Or c'est à rattacher à ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la méditation et des voyages que j'ai faits en Inde et de toute cette spiritualité, qui est, complètement diffuse et dans laquelle on baigne et dans laquelle moi je baigne, heu, qui, heu, qui m'empêche parfois de me souvenir des moments heureux. Mais en même temps, il y a toujours un retour sur soi, à partir du moment où vous cherchez à vous souvenir des moments heureux, vous rendez compte que c'est une illusion parce que ça n'est plus là. L'homme que j'ai été, je ne le suis plus. Donc je pense souvent, à la nostalgie.
Dimitri Friedman, est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si vous doutez, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Les 2. Je doute des autres, donc je doute de moi. Ah, Puisque vous êtes tes autres précèdent le doute, votre doute personnel? bah, en général, oui, parce que, heu, quand vous doutez des autres, l'image Ah, que vous doutez du regard des autres? voilà, l'image que qui vous renvoie tout à coup est déformée. Donc c'est plus dans ce sens-là, si vous voulez. De moi, quand je suis seul, non, je doute pas. Quand j'écris un livre, je doute pas. Voilà, justement, j'allais vous demander quand vous avez écrit ce livre qui est quand même pas qui fait pas quand même 100 pages, il est assez volumineux. Déjà, combien de temps vous avez mis pour l'écrire et est-ce que vous avez eu des périodes de doute où vous avez failli arrêter l'écriture ou bien pas du tout? J'ai écrit un premier, j'ai mis, j'ai dû mettre, 4 ans pour le faire. Par intermittence avec un autre livre que je suis en train d'écrire et qui est plus gros, mais qui me demande plus de travail. Ce livre, j'ai eu une période de doute. J'ai fait une première mouture que j'ai fait lire à plusieurs personnes qui ne me convenait pas et donc j'ai eu des retours qui étaient pas négatifs, mais qui étaient pas hyper positifs. J'avais pas de doute sur les personnages, j'avais pas de doute sur les situations, j'avais pas de doute sur, le côté initiatique du livre et sur, le ton, mais j'avais un doute sur l'enchaînement. Parce qu'en fait, écrire un livre, c'est pas uniquement avoir des personnages en tête et des situations, c'est aussi, avoir un rythme et le plus c'est très important le rythme. Et vous l'avez? Il est dans ce livre, vous avez vraiment un rythme effectivement, Donc ça se travaille. ça se travaille. Ouais. Et effectivement, parce qu'il y a une espèce de ping-pong permanent entre, on va dire hier en Argentine, aujourd'hui, à Paris et avant-hier ailleurs. En Ukraine. Enfin chaque chapitre se succède et on passe d'un endroit à l'autre et d'une époque à l'autre. C'est pas évident, c'est une espèce de construction qui est habile. Je l'ai écrit dans l'article que je vous ai consacré et rien que pour ça, bravo parce que c'est effectivement pas évident. Non, mais j'admire les auteurs, par exemple, j'admire, un auteur comme, Kerouac, Ouais, qui écrit d'une traite. Jack, Oui, Jacques Kerouac, sur la route. qui a écrit son roman d'une traite, sur la route, en tapant à la machine avec un rouleau, qui se scindale en 50 jours. Il a écrit, Le Roger le Noir ou La Chartreuse de Parme, enfin l'un des 2. Il y a des choses 50 jours. J'admire, c'est extraordinaire. ouais, c'est extraordinaire. Mais c'est pas mon cas. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? La faiblesse. La faiblesse, heu, la société nous fait obligation d'être forts, en particulier pour les hommes. Les hommes ont l'obligation d'être forts, or, de moins en moins ils le sont, heu Ouais. et donc, Il y a une injonction à la virilité quoi et à la force. il y a oui, oui, c'est pas facile en fait d'être un homme. Je ne dis pas que c'est facile d'être une femme. Non. C'est pas bah, je vais pas c'est ça. Je vais pas faire une généralité, mais c'est vrai que, les hommes ont un devoir d'être forts, de se dominer et cetera et cetera. Ils n'y arrivent pas tout le temps. Parfois, ils n'y arrivent pas pour la pire des raisons, alors ça, c'est une horreur. On le voit tous les jours, mais Bah, c'est décrit à travers le personnage, principal de Jacob Riesmo oui, oui, qui, mais la faiblesse ordinaire et la comment dire? La faiblesse ordinaire, c'est le défaut pour lequel je pourrais avoir le plus d'indulgence. Petit défaut quoi, les et qui rendent parfois même les gens sympathiques. la France est un pays, très pessimiste. C'est un des ingrédients qui a fait que j'ai lancé ce podcast. Au d'ailleurs, pour l'anecdote, on enregistre aujourd'hui à l'Écuge et on est la journée internationale du bonheur. Ah oui, Voilà, c'est la journée internationale du bonheur. Nous sommes donc on enregistre ce jour donc 10 mars, c'est 20 mars pardon, journée internationale du bonheur et je lisais qu'à cette occasion, chaque année, il y a un sondage qui sonde, les populations de plein de pays dans le monde et heu et la France est au 33e rang des pays, les plus optimistes, donc très pessimistes
et dans les différentes études qui sont faites, on voit toujours la France dans les plus mauvais, dans les pays les plus pessimistes, les plus inquiets et cetera. Et donc, comment trouver de l'optimisme? Comment trouver des doses d'optimisme? Vous, aujourd'hui, avec le vécu que vous avez eu, avec la vie que vous avez eue et que vous avez encore, comment vous construisez cet optimisme? Est-ce que vous, d'abord, vous estimez optimiste? Et 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 si oui, comment, vous voyez l'avenir? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Juste une observation avant de vous répondre. Moi, je me méfie des sondages, hein. On a toujours on va dire la France, c'est le premier pays pour ça, les États-Unis pour ça, puis tout à coup, on se rend compte que, si on creuse un peu, c'est pas comme ça, bon bref. Mais par contre, juste, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Effectivement, en creusant, on s'aperçoit que les Français sont optimistes pour eux-mêmes, mais pessimistes pour le collectif. C'est-à-dire pour la France. Déjà, Ça, ça c'est affiné. Ouais. Non, mais on regarde aussi, par exemple, Israël est le 5e pays, le plus optimiste. le Alors, plus heureux du monde. plus heureux, alors qu'on devrait avoir 5e pays sur 197 ou 180, ouais, je sais pas combien. vraiment, Ouais, dans le top 10 depuis des années et des années, ouais. ouais, voilà. Heu, Moi, je me rangerais plutôt à la version, que vous avez évoquée et optimisme pour soi-même et pessimiste, pour le collectif. Et pour être optimiste, pour vraiment vivre cet optimisme, pour moi-même, je me suis exilé, dans un endroit paumé, qui s'appelle l'île Dieu, où je vis complètement, avec la nature, les animaux, les vagues, les étoiles, le feu de cheminée et cetera. Donc, de ce pour ça, je pense, je suis protégé. Maintenant, quand je regarde la société, évidemment, je ne vois que des motifs, de pessimiste. Donc, Mais justement, est-ce que cet «isolement» entre guillemets à l'île-dieu, c'était volontaire pour vous éloigner un petit peu de toute oui, oui, c'est un peu cette pesanteur? c'est un peu oui, oui, bien sûr. Enfin, j'ai eu des drames aussi dans ma vie, donc, non, mais ce matin, j'écoutais, aux infos, le même sondage justement à cause de la journée du bonheur, mais j'avais pas percuté que c'était, cette journée, le pays le plus heureux au monde, c'est la Finlande. Je suis allé en Finlande, je vivrais pas là-bas. Non. Simplement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois? Heu, est-ce que c'est purement, autour du livre et le succès du livre ou vous espérez d'autres choses pour les semaines et les mois à venir? Bah, déjà la santé, Bah oui, ça c'est sûr, c'est important. mais, non, non, je suis en train de terminer un autre livre, et On peut savoir de quoi il parlera ou pas ou c'est trop tôt? non, non, vous pouvez savoir, c'est un roman choral, qui avec plusieurs personnages, qui se passe, pendant la Seconde Guerre mondiale, entre l'Ukraine, l'Allemagne, les États-Unis, puis, la Hollande, enfin d'autres. Ouais, donc il y a quand même une constante chez vous, ouais. Et voilà, voilà. Et il y aura de l'humour comme dans celui-ci? Non, c'est pas Non, un livre, non, bah, pas le drôle, sujet s'y s'y prête prête pas. pas vraiment. Heu, Voilà, là, il aurait pu ne pas s'y prêter non plus, hein. Je veux dire la dictature en Argentine, l'antisémitisme, une grand-mère, folle, un gars qui se fait larguer, qui est un loser, qui se fait lar c'était pas forcément drôle à la base. l'humour dans ce livre, je pense, est complètement incarné par le personnage Ah, principal. principal, on est d'accord, loser magnifique, ouais. Voilà, c'est ça, voilà. Tandis que le livre que je suis en train d'écrire, ce roman, le thème central, c'est la résistance des Juifs évidemment et la résistance des Allemands. Bah, écoutez Dimitri Friedman, on est très heureux de vous avoir eu dans ce podcast, Le bonheur c'est les autres. Vous souhaite le meilleur pour l'avenir, donc un succès pour votre livre dont je rappelle le nom, La planète de Jacob Ginsburg, qui est aux éditions Pile-Poule. Pile-Poule Éditions, ça fera marrer, les gens qui savent ce que c'est que le Pile-Poule bah, une bonne continuation, une bonne santé puisque c'est ça que qui est nécessaire à votre vie en premier déjà et puis Mmh. après, votre livre choral. Bon, Merci beaucoup, merci à vous. à bientôt. Merci.